Bonjour à tout le monde, bonjour. C'est à 9h30, j'avais promis d'être à l'heure. Je sais que les gens, voilà, ils ont un peu de difficulté à se connecter des fois, donc voilà, on peut les attendre entre-temps. Et voilà, je vous accueille, je vous remercie, on est ravis d'être là aujourd'hui pour cette deuxième matinale. Après la matinale de hier sur l'agriculture en présentiel, visio-présentiel à la Société du Canal de Provence, bah, aujourd'hui on est voilà, dans la conformation normale et courante en ligne. Et aujourd'hui on va parler des pures économies d'eau qui a envisagé une commune du Var, euh, le pays de Fayence notamment. Et on a avec nous aussi son directeur, Eric Martel, qui sera avec nous, qui est dans la vidéo, et qui pourra répondre après à des questions un peu sur justement comment ça se passe, toutes vos questions en général. Donc, simplement un petit rappel, cette série, c'est une série qu'on avait pensée avec le Rotary Club de Toulon, l'Agence de l'eau et la SCP qui nous ont soutenu financièrement pour la créer. Vous pouvez la trouver gratuitement sur notre chaîne YouTube de France Nature Environnement pour un sac Côte d'Azur. Vous avez toutes les vidéos, donc vous pouvez la partager, repartager et sans problème. Le sujet, vous voyez, il y a toujours un sujet d'économie d'eau ou d'adaptation, notamment en agriculture. Et on a toujours voulu associer une espèce un peu phare de ce territoire qui peut bénéficier de ces économies d'eau dans nos milieux. Donc, pour le cas d'aujourd'hui, on a choisi l'écrevisse à pattes blanches. On va voir pourquoi. Donc, si vous voulez bien, je lance la vidéo et après on revient ensemble ici et on pourra voilà, échanger avec Eric sur les évolutions futures et voilà, sur le plan Marshall et comment ça se passe aujourd'hui, après une année et demie, plus ou moins 2 ans après qu'on a fait les vidéos. Je lance la vidéo du coup et on se dit au revoir dans quelques minutes. Nous sommes retrouvés en 2022, sans eau, brutalement. On devait, nous, élus, assurer de l'eau. On se trouve dans la vallée de la Siagnole de Mons, qui est un affluent de la Siagne, le fleuve qui se jette en mer. Et tout au fond de cette vallée se trouvent des sources importantes qu'on appelle les sources de la Siagnole de Mons. Aujourd'hui, ça alimente en gros le canton du Pays de Fayence, dans plusieurs communes. Ce sont des sources particulières puisqu'on parle de sources karstiques. Ces sources-là vont avoir des débits qui sont très liés aux précipitations. Lorsqu'il pleut beaucoup, il y a une très grande superficie d'absorption, et à peu près 95 km². Ça va passer à l'intérieur et ça va arriver à la source, et là, ça va faire augmenter de manière importante le débit de la source. Si on n'a pas de précipitation, ben, le débit va continuer à diminuer, diminuer. Et c'est comme ça que, en 2022, la source romaine, il y a dans mon dos, s'est retrouvé tari pour la première fois de mémoire d'homme. Nous avons lancé un ravitaillement par camion-citerne en expliquant qu'il fallait économiser l'eau, il fallait la partager, savoir la partager déjà entre personnes et la partager entre usages. On était un territoire assez rural. Le développement touristique a fait que aujourd'hui on est dans un territoire où on a des habitudes de consommation beaucoup plus urbaines. Durant les 10-12 dernières années, une explosion de l'urbanisme sur le territoire. Alors, les plus grands consommateurs, ce sont des gens qui sont très souvent en résidence secondaire, qui viennent pendant les vacances et qui veulent profiter d'un bien avec de nombreux amis, de la famille, etc. Et surtout qui ont une piscine, qui ont du gazon, qui ont une grande propriété qui est arrosée constamment. Et lorsque on a eu les consommations grâce aux compteurs intelligents, bien effectivement, là, on s'est très vite aperçu que ces gens-là consommaient 2, 3,
4 mètres cubes d'eau par jour, par rapport aux 200 litres jour par personne, c'était 10, 15 fois plus. Donc effectivement, on a commencé par restreindre ces gens-là pour que très rapidement nos consommations baissent et on puisse s'adapter au volume d'eau produit par les soins. La commune n'a plus forcément la capacité de gérer elle-même, car ce sont des petites communes rurales. Donc, elles ont intérêt à être regroupées. Ça a été notre cas, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Parce que nous avons une bonne structure solide, nous avons des techniciens solides et des compétences qui s'expriment et qui nous permettent de réagir et de répondre immédiatement à des besoins. Si on n'a pas ces structures-là, on est dans l'incapacité de bien satisfaire les usagers d'un territoire. On gère le service de l'eau en régie et de cette manière-là, à but non lucratif, c'est-à-dire que le prix de l'eau paye le fonctionnement de la régie et tous les excédents servent à faire des investissements. La télégestion, c'est quelque chose qui permet de gérer en direct les réseaux et les consommations à l'instant T. Donc, on est très réactif lorsqu'on a des pointes de consommation. Donc là-dessus, c'est des investissements que la régie a menés depuis sa création en 2020 et pour lequel aujourd'hui nous retirons les fruits puisque grâce à ces investissements-là, nous pouvons avoir cette gestion directe et être le plus fin possible dans le réglage de nos réseaux. Maintenant, nous connaissons l'état du réseau. Ça, c'est important. Maintenant, une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance de nos ressources, des ressources établies qui vont diminuer. On a pu informer les gens du niveau de production des sources et qu'ils aient pu comprendre que ces sources n'étaient pas un robinet que l'on ouvre et on ferme, mais bien quelque chose qui sortait naturellement et pour lequel il fallait s'adapter au débit en l'absence de pluviométrie. Un autre levier d'action sur la consommation, ça a été également la tarification que nous avons mis en place pour des fortes consommations très élevées. La tranche la plus élevée chez nous est de 8 € le mètre cube. Les élus ont décidé l'année dernière également sur une pause de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans d'urbanisme sont en cours de modification. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du territoire, est en train d'être révisé, où les élus ont adopté une pause de l'urbanisme pendant 5 ans, en attendant que nous sécurisions nos ressources et que nous puissions avoir un fonctionnement plus normal. On voit bien qu'aujourd'hui, il est important de faire une pause parce que malgré que les gens deviennent sobres, si on continue d'apporter des nouveaux habitants, on n'arrivera jamais à régler notre problème. De façon assez ferme, donner les bonnes informations, mais des informations qui soient bien expliquées, seront bien comprises. Et ensuite, on avance et on explique ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, à quoi ça va. La communication que nous avons à faire, je dirais qu'elle est permanente. Il ne faut pas qu'on se relâche, parce qu'on oublie très vite. Il suffit qu'il pleuve un peu, les gens pensent que ça y est, tout est rétabli. À tort. Nous avons un ambassadeur de l'eau, quelqu'un qui est dédié à ça. Nous avons un service aussi en communication pour la communauté de communes. Mais je pense que nous avons mesuré maintenant la nécessité absolue de communiquer pour ça, mais pour d'autres projets, pour être en lien direct avec la population sur l'ensemble du territoire. Et grâce au civisme de tout le monde et à la limitation des plus gros consommateurs, on a réussi en août 2022 à réduire la consommation de 30%. Donc, ce qui nous a permis de pouvoir passer la saison estivale et touristique, alors certes avec des restrictions, mais de l'eau pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on voit bien que cette population, en 2023, a de nouveau fait des efforts, et en 2023, on a eu moins 15% de consommation par rapport à 2022. Faire en sorte que chacun se responsabilise sur sa consommation d'eau à l'échelle d'un territoire, c'est garantir plus d'eau pour les habitantes et les habitants et pour les milieux. Dans le pays de Fayence, c'est assurer de bonnes conditions de vie aux espèces aquatiques, comme par exemple l'écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique de la Siagne et de ses affluents. Vous voyez,
Quand on s'y met ensemble, ça coule de source. Et voilà. Alors, je reviens, je ferme la vidéo. Eric, est-ce que tu peux nous dire un peu où vous êtes un peu avec vos projets, comment ça se passe depuis qu'on a fait la vidéo? Voilà, tu peux illustrer un peu, s'il te plaît. Oui, bonjour à tout le monde. Effectivement, ça me fait plaisir de revoir la vidéo parce que c'est très proche et en même temps c'est très loin. Parce que depuis, on a donc continué à travailler sur les différents axes de notre fameux plan Marshall qu'on a adopté au tout début de l'année 2023 où aujourd'hui on commence à voir les premiers résultats. Ces premiers résultats, ben, ils sont encourageants parce que quelque chose que l'on avait pensé pendant la crise de 2022, aujourd'hui on voit que la plupart des axes de ce plan qui ont été mis en place commencent à porter leurs fruits. Par exemple, le premier axe, c'était la maîtrise de l'urbanisme et la réduction des consommations. On l'a bien vu dans le petit reportage. Alors, la réduction des consommations en matière pendant les temps de crise, bah, effectivement, c'est la grosse artillerie. On l'a vu, on réduit physiquement les débits sur les gros consommateurs, etc. Donc, mais ensuite, on a été face à un problème, c'était, on le voit, des baisses de consommation très importantes. Ensuite, il fallait pouvoir conserver cette dynamique de sobriété. Et donc, effectivement, on a continué à communiquer avec les usagers, hein, avec notre ambassadeur de l'eau, avec des réunions d'écoute citoyenne, des distributions de dispositifs hydroéconomes, etc. Donc, tous ces éléments-là ont continué à être mis en place. Mais surtout, donc, on a déployé une tarification que l'on avait mis en urgence pendant la crise pour les gros consommateurs. On a essayé donc les élus ont voté là début juillet 2025 une tarification, je dirais, adaptative. Adaptative pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que eh bien, les crises comme 2022, on pouvait en rencontrer de nouveau, de plus en plus souvent. Et il fallait pouvoir, par le biais de la tarification, pouvoir mettre les consommateurs, je dirais, dans la boucle. Et donc, il a été voté une tarification qui nous permet, en début de saison estivale, fin avril, de pouvoir voter des tarifs dits de crise. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec une meilleure connaissance des débits des sources et des nappes, on est capable en début de saison de voir si on va avoir très certainement une saison difficile. Et pour avoir une saison, quand on a une saison difficile, eh bien, on voit que le prisme du prix de l'eau est important et on a voté donc une surtaxe éventuelle pendant ce tarif de crise qui permettrait d'accompagner les mesures de sobriété par le prix et ainsi, pendant ces années-là, euh, avoir de nouveau une sobriété qui pourrait se comparer à celle que l'on a connue en 2022. Par contre, dans les années où on voit qu'il a plu abondamment en hiver et que nous n'avons pas de problématique particulière en début de saison, eh bien là, il y a un tarif entre guillemets sans modification où la sobriété est un peu moindre, mais qui permet aux gens aussi de vivre. Parce qu'aujourd'hui, on s'est aperçu pendant la crise que contraindre des gens pendant un laps de temps court à de la sobriété, on y arrive.
contraindre des gens sur des longues durées, c'est beaucoup plus difficile. Donc, cette tarification, elle va rentrer en œuvre là pour la saison prochaine. On va voir un petit peu ce que ça donne. Parallèlement, la maîtrise de l'urbanisme, on en a parlé, et cette fois-ci, donc nous venons d'avoir notre SCOT du Pays de Fayence qui vient d'être approuvé, avec cette fameuse pause de l'urbanisme jusqu'en 2028 pour nous permettre d'acquérir des capacités donc de production. On va le voir un peu plus loin par également une meilleure gestion de la ressource existante. Donc, et ensuite, une reprise de l'urbanisme beaucoup plus modérée, environ à 0,18% sur le territoire, ce qui nous permet aujourd'hui de se projeter dans les 10-20 ans suivants avec une meilleure adéquation en fonction de notre ressource en eau. Donc là-dessus, il y a eu un gros travail qui a été fait par les commissions des élus sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, donc on a approuvé notre SCOT de cette manière-là, avec tous les 2 ans donc un bilan besoin ressources qui sera fait par nos services et qui viendra vérifier que la trajectoire que nous avions imaginée au début du SCOT se poursuit pour qu'on ait cette parfaite adéquation entre l'eau et l'urbanisme et pas l'inverse comme on l'a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ouvrait des zones à l'urbanisme et puis après, on cherchait de nouvelles ressources pour les alimenter. Donc aujourd'hui, nous, on a un peu renversé la table. On est reparti à l'envers. Nous possédons des ressources. On travaille pour les améliorer et pour les rendre plus efficientes. Eh bien, on construira en fonction de ces nouvelles ressources. Ok, merci beaucoup Eric. Écoute, Voilà. il y a une petite question Oui. sur la tarification. Est-ce que cette tarification adaptative s'applique à l'agriculteur aussi, aux agriculteurs aussi? Alors, sur l'agriculture, on a donc elle ne s'applique pas à l'agriculture, elle s'applique qu'à l'eau domestique. Mais par contre, sur l'agriculture, on a alors d'une part, on travaille je dirais le fait de pouvoir équiper tous les agriculteurs de compteurs de distribution. Jusqu'à présent, on avait encore des canaux datant du siècle dernier qui vendaient de l'eau forfaitairement, et donc lorsqu'on a de l'eau forfaitaire, on y fait moins attention, puisque on a un volume qui est de la crise ou pas. On se dit, je l'ai payé, je le consomme. Là, donc tous les agriculteurs, on va les équiper de compteurs. Et surtout, on a lancé avec la Chambre d'agriculture comment dirais-je, une, une séquence avec eux pour les sensibiliser sur l'usage de l'eau en agriculture, les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour économiser l'eau. Donc là-dessus, il y a un gros travail qui est fait avec les agriculteurs, et je dirais que sur notre territoire, on a plutôt donc des agriculteurs proactifs sur ces sujets-là, parce que bien évidemment, jusqu'à présent, l'eau était pas très chère et forfaitaire. Maintenant, elle passe au compteur et avec des tarifs plus élevés. Et donc, économiquement, ils ont vraiment un intérêt premier à essayer d'économiser la ressource. Surtout qu'ils ont été très sensibilisés pendant la crise de 2022, où ils se sont aperçus que pour eux, jusqu'à présent, nos ressources en eau étaient inépuisables. Et en 2022, ils se sont aperçus que ce n'était pas le cas. Ils ont parfaitement joué le jeu pour qu'il y ait ce partage de l'eau entre l'agriculture et le domestique. Et on continue aujourd'hui à pouvoir avancer sur ces solutions-là, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, pour qu'on puisse avoir ce partenariat et cette partie
de coopération du monde agricole sur un projet que nous menons sur le territoire, qui est le projet alimentaire territorial, qui permettrait de retrouver de la résilience sur le territoire avec des productions maraîchères en circuit court. Et ça ne pourra se faire qu'au prix d'un travail de coopération avec le monde agricole, parce que aujourd'hui, notre territoire, il produit moins d'1% de notre consommation. Et donc, si on veut continuer à pouvoir avancer sur ces sujets-là, il faut que nous puissions partager notre ressource correctement, quoi. Donc, c'est plutôt proactif. Ouais. Eric, et j'imagine aussi que les chambres, bah, ils ont une sensibilisation à faire sur les bonnes pratiques agricoles, notamment hier, on a vu la vidéo de hier, c'était sur l'agriculture de conservation, les sols, voilà, l'énervement, garder les énervements des sols, chercher de maintenir la matière organique dans le... Exactement. Et nous, on travaille également, alors effectivement sur la ressource, mais en collaboration avec mon collègue de l'agriculture, on travaille également sur la qualité des sols. Hein, on va essayer d'avoir une implantation sur notre territoire d'une entreprise qui travaille sur la qualité des sols. Hein, c'est l'entreprise Mycophyto, qui permettrait d'avoir une meilleure capacité au sol de conserver l'eau, hein, par sa structure, par l'adjonction, par la mycorhisation avec des champignons, etc. Et donc, on a cette expérimentation qui va se mettre en place. La communauté de communes a acquis un terrain pour leur mettre à disposition et on travaille également dans ce but-là. Hein, donc, là-dessus, on essaye de ne pas être simplement sur le domaine de l'eau, mais on le voit bien, on est très transversal sur ces sujets-là. C'est de l'aménagement du territoire, hein, puisque on a également voté des zones agricoles protégées sur le territoire pour sanctuariser les zones agricoles. Donc, on est pour pouvoir que les agriculteurs trouvent du foncier, pour que les agriculteurs puissent avoir de l'eau pour faire de la production vivrière sur le territoire, de la remise en culture de friches agricoles, de l'amélioration des qualités des sols, des bonnes pratiques agricoles. Enfin, voilà, on est dans ce n'est pas que l'eau. Oui, c'est la vision holistique, mais justement qu'il faut avoir parce que c'est un peu Voilà. même voilà, l'eau percole, et voilà, c'est un ensemble de sujets en fait. Exactement, hein, on le voit aujourd'hui, les problèmes de ruissellement, de pluie très importantes. On travaille sur l'infiltration des sols, on travaille là-dessus. Donc, on essaye de sortir un petit peu du cadre restreint du vendeur d'eau habituel, qui est plutôt économique. Et là, on travaille sur toute la filière et sur notre territoire. Très bien. Si jamais il y a d'autres questions, vous pouvez les poser, je peux les répondre. Et Eric, moi je me souviens quand j'étais dans vos locaux, on n'est pas habitué à... Vraiment, vous servez directement à la source. C'est vraiment Oui. une particularité. Je veux dire, là, si la source ne donne pas, il n'y a pas simplement d'eau. Ça m'a vraiment un peu choqué parce que on n'est pas habitué. Moi, on habite à Marseille. Et du coup, il y avait une espèce de feu rouge, je me souviens pour dire, en fait, un peu comme l'électricité, hein, la tarification de l'électricité, des fois, là, c'était plutôt, je pense, incitative ou avec comme une espèce de conseil de dire, vous pouvez prendre l'eau dans ce moment, entre les 7 heures du matin, 8 heures, c'est conseillé, mais pas trop, plutôt mieux. Tu peux expliquer un peu comment ça s'appelle, en fait, Alors, vous envoyez, ça, je me oui. souviens, vous avez dit à un moment donné, bon, c'est pas le plus nécessaire de la vie, mais il y a les piscines aussi. À un moment donné, vous disiez aussi même, je ne sais pas si vous envoyez des messages pour dire à les personnes, c'est le moment si vous voulez voilà, utiliser des grosses quantités d'eau parce que... Alors ça, effectivement, c'est en période de crise où dans la journée, eh bien, c'est comme l'électricité, il y a des moments de consommation de pointe et il y a des moments de basse consommation. Donc en fait, nous, on a essayé un peu de s'inspirer du système des heures creuses de l'électricité
en disant aux gens, eh bien, par exemple, de 19h à 23h, ne mettez pas, pour ceux qui en ont, de l'arrosage pendant ces moments-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on tire le plus sur le réseau, et c'est à ce moment-là qu'on a le besoin de plus d'eau. Alors ça impose quoi? Ça impose d'avoir des gros bassins de stockage pour pouvoir faire face aux heures de pointe. Et si on arrive à lisser un petit peu, hein, c'est le rêve de tout vendeur d'eau, c'est d'avoir une production d'eau la plus lisse possible. Alors que nous, on a trois grosses pointes dans la journée. La pointe du soir qui est la plus importante, la pointe du matin où tout le monde prend sa douche, se lave avant de partir aller travailler, et la pointe de midi où, après manger, tout le monde met son lave-vaisselle et on a de la consommation. Donc l'idée, c'est de pouvoir lisser un petit peu ces consommations dans la journée. Et de cette manière-là, eh bien, on est obligé, on peut moins prélever à la source et ainsi pouvoir tout ce qu'on ne prélève pas retourne au milieu. Donc l'idée chaque fois, c'est de pouvoir avoir une utilisation raisonnée de la ressource sans oublier la partie, je dirais, biodiversité, milieu, qui est très importante parce que nous sommes en tête du bassin. En aval, il y a d'autres utilisateurs et effectivement, c'est un peu cette idée du partage de l'eau qui doit fonctionner pour que, eh bien, on évite d'augmenter déjà un peu les tensions qu'il peut y avoir entre les différents territoires. Euh, je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça. Ok. Attends, hein, je dis une autre question. Est-ce que vous avez le cas de mise en place des débits réservés pour les cours d'eau? Oui, bien sûr. Hein, nous, sur notre principale source, on a un débit réservé. On fait partie donc du bassin versant de la Siagne, euh, où eh bien on a un bassin versant très important avec beaucoup de préleveurs et surtout de très gros préleveurs qui sont sur la côte. Donc nous avons un débit réservé là-dessus et on travaille activement aujourd'hui puisque le PGRE nous demande à l'horizon 2028 de restituer 30 litres secondes supplémentaires au milieu pour la biodiversité parce qu'il y a des tronçons de la Siagne qui sont déficitaires. Donc aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on est à 40 litres secondes de débit réservé. On va devoir passer en 2028 à 70 litres. Donc bien évidemment, on travaille là-dessus parce que, outre le fait qu'on doit alimenter l'ensemble de la population, eh bien, 30 litres seconde de plus, ça ne se trouve pas comme ça. Ouais. Donc, effectivement, là, c'est les autres axes du plan Marshall. C'est donc une politique de réparation des fuites sur notre réseau, d'amélioration des taux de rendement, puisque lorsque la Régie des eaux a été créée en 2020, on avait un taux de rendement de 63%, ce qui n'était pas folichon. Et 5 ans après, on est à 78,6 l'année dernière. Donc aujourd'hui, on travaille activement là-dessus pour que ces économies de fuite se transforment sur je dirais de la ressource qu'on puisse relâcher en 2028 dans le milieu. Également, on travaille activement avec l'interconnexion de notre réseau avec le lac de Saint-Cassien au travers de la SCP. Cette interconnexion, c'est pour les périodes de secours, hein, puisque comme vous l'avez dit dans votre vidéo, la caractéristique de notre ressource aujourd'hui, c'est cette ressource karstique, c'est qu'elle est très abondante l'hiver
et elle peut être à l'étiage, à un étiage très sévère l'été. Malheureusement, ça tombe au moment où on a besoin le plus d'eau. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir, dans ces périodes-là, se sécuriser sur le lac de Saint-Cassien, qui est une ressource stockée en hiver et qui nous permettrait de pouvoir se dépanner en été lorsque les débits descendent trop bas et de pouvoir laisser à la rivière assez de débit réservé pour que, aujourd'hui, nous, on l'a vu, la Siagnole, qui est un affluent de la Siaille, si on veut continuer à avoir une vie aquatique dans cette rivière, voilà, il faut être entre 50 et 70 litres seconde pour que les assecs soient pas trop importants et que voilà, ils puissent continuer à avoir une vie à l'intérieur. Ouais. Donc aujourd'hui, ce discours-là, ben, nous, on le porte auprès des usagers. Alors, je ne vous cache pas que, et vous le savez mieux que nous, ce discours-là, il est difficile à porter, hein, parce que très souvent, on nous répond ben, il faut choisir entre les hommes et les écrevisses. Moi, je crois que ben, il en faut pour tout le monde. Mais voilà. Mais on voit qu'il y a une évolution un petit peu des mentalités là-dessus. C'est pas facile, mais voilà. Je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir avancer sur ces sujets-là, parce qu'on voit bien que, eh bien, parce qu'on gère également des ressources souterraines par des forages, et que si on n'a pas des débits suffisants dans les cours d'eau, les nappes souterraines diminuent, et c'est cet équilibre naturel qu'il faut arriver à poursuivre. Ben, parfait, Eric, merci beaucoup. Écoute, on est arrivé à la fin de cette matinale. Je rappelle que justement, sur ce sujet-là, les fuites, etc., on aura en novembre, le 5 novembre, voilà, au haut de Mons, hein, Montsartou aussi, qui a Mmh. fait des grands efforts aussi. Donc, ça pourra ça fait beaucoup écho avec ce que vous faites chez vous. Tu dois bien connaître, hein, voilà, parce que Oui, oui, bien sûr. C'est une régie qui est dans les Alpes-Maritimes, mais qui a aussi, comme nous, un peu cette vision sur la ressource. Voilà. oui, oui, Euh, oui, voilà. effectivement. La chasse aux fuites, donc c'est très intéressant. Si jamais tu seras disponible, ça sera Oui, très intéressant de vous faire parler aussi. C'est intéressant de voir un peu les données. Je sais pas, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, je rappelle que la prochaine matinale, ça sera demain matin avec Cimenteri à Marseille qui a fait des gros efforts aussi d'économie d'eau. Et vendredi, on terminera sur le camping à la Pron, dans le Verdon, en fait, des campings qui s'adaptent aussi et qui font des économies d'eau. Donc voilà, je vous dis voilà, à demain. Je te remercie, Eric, pour ta présence merci à vous. et bah, à demain matin, du coup, et à une prochaine, Eric. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, ciao.